Depuis plusieurs semaines, le pays subit une sévère pénurie de carburant qui perturbe le quotidien des populations. Malgré la levée de la grève du syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers, la situation reste tendue. À quelques jours de la présidentielle du 25 octobre, la Côte d'Ivoire aborde la dernière ligne droite d'une campagne électorale tendue. Entre la continuité du modèle d'émergence défendu par le président sortant et les promesses de refondation démocratique de ses adversaires, la participation des électeurs apparaît comme l'enjeu majeur de ce scrutin. Le fléau des faux agents refait tristement surface dans le monde du football africain. Le décès du jeune gardien sénégalais Cheikh Touré, abusé par de prétendus recruteurs le promettant une carrière au Maroc, rappelle l'urgence de mieux protéger les joueurs contre ces arnaques. La rédaction s'intéresse au sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le 1945. Le Mali fait face depuis plusieurs semaines à une forte tension dans l'approvisionnement en carburant. Si le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers a suspendu son mot d'ordre de grève, la situation reste critique. Cependant, les autorités multiplient les concertations au plus haut niveau pour tenter de trouver une issue durable à cette crise. Djeneba Samaki. Créé pour coordonner la réponse de l'État face aux situations d'urgence, le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes s'est penché hier mardi 21 octobre sur les plans d'action stratégiques relatifs à la crise des hydrocarbures, notamment sur les dispositifs de traçage. Au cours de cette rencontre, il était aussi question de garantir un schéma de dispatching des camions-citernes à travers le territoire national. Cette crise qui traverse le pays depuis près d'un mois va de mal en pis. La veille, le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers Synacor a décidé de suspendre in extremis son mot d'ordre d'arrêt de travail. Cette annonce est intervenue alors que des citernes étaient bloquées selon les syndicats. Inch'Allah, ce déblocage-là va prendre fin. Donc l'autorité en charge d'ailleurs, y compris les fêtières, les chambres consulaires, tout le monde est débarqué pour qu'on puisse trouver la formule. Le syndicat a décidé de surseoir à son arrêt de travail, mais loin de baisser les armes, il entame une bataille judiciaire contre Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT, qui a accusé certains chauffeurs de camions-citernes de complicité avec les terroristes. Donc par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent juste avoir la plainte à leurs yeux avant de commencer à travailler. Et donc c'est ce qui a été fait. Et on a présenté la plainte. Ils ont commencé à travailler. Si en réalité que l'honorable a les preuves vis-à-vis des propos qu'il a avancés, qu'il a sur preuve, il n'y a pas de problème. Nous assumons carrément notre responsabilité face à cela. Et bien entendu, s'il n'a pas de preuves, que la justice fasse son travail. Cette crise inédite a provoqué des files interminables devant les stations-service, de la spéculation sur les prix et un sentiment d'angoisse généralisé parmi la population. Lors d'un autre échange avec les chefs du gouvernement, le groupement malien des professionnels du pétrole a fait part des préoccupations des acteurs assorties de propositions. Parmi celles-ci figurent les renforcements de la sécurité des véhicules et des chauffeurs, la prise en charge des dommages causés et la continuité des activités. L'accès à l'éducation reste un défi majeur pour de nombreux enfants issus de familles défavorisées. Pour encourager la scolarisation et alléger le fardeau des parents, l'ONG RDO a procédé à une remise de kits scolaires à plusieurs orphelins et enfants nécessités à Soukoroji. Moussa Traori. C'est au sein de l'école fondamentale de Soukoroji que l'ONG RDO a organisé cette cérémonie de remise des kits scolaires. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de son programme d'appui à l'éducation afin de donner une chance égale à tous les enfants, quelle que soit leur situation sociale. Le directeur de l'établissement salue cette action qui vient selon lui combler un besoin réel au sein de l'école. C'est leur deuxième édition cette année à l'école de Soukoroji. Ils ne sont pas de Soukoroji. Ils sont d'ailleurs, mais grâce à l'effort fourni par le directeur d'école de Soukoroji, ils ont pu identifier l'école de Soukoroji pour faire leur remise des kits scolaires pour une deuxième fois. Et je pense bien que ça ne va pas s'arrêter seulement à cette deuxième fois. Notre école aujourd'hui est devenue une école partenaire de cette ONG.
De nombreux élèves issus de familles en difficulté ont bénéficié de kits complets comprenant des cahiers, des stylos, des sacs et d'autres fournitures indispensables à la réussite scolaire. Pour le conseil municipal, cette initiative vient renforcer les efforts des autorités locales en matière de soutien à l'éducation. Cette cérémonie traduit la volonté de l'ONG Erdo et ses partenaires de faire de l'école du Mali le credo du savoir, un cadre d'apprentissage agréable, participatif et inclusif. Un cadre où chacun compte. Occasion pour les initiateurs de réaffirmer leur engagement à poursuivre leur action sociale au profit des enfants vulnérables. Notre organisation, le RDO, s'est donné pour mission d'apporter un soutien moral, matériel et éducatif aux enfants privés de repères familiaux ou vivant dans la précarité. Nous croyons fermement qu'aucun enfant ne doit être laissé pour compte, quelles que soient les circonstances de sa naissance ou les difficultés de sa vie. C'est dans cette perspective que nous procédons aujourd'hui à la remise d'un important don de kits scolaires d'une valeur totale de 2 millions de francs CFA. En plus de la distribution, l'ONG a rappelé son ambition de multiplier ces types d'actions dans d'autres localités du pays, toujours avec le même objectif, favoriser l'accès à une éducation de qualité pour tous. Direction la Côte d'Ivoire, la campagne pour la présidentielle entre dans sa phase décisive. À quelques jours du scrutin du 25 octobre, le pays retient son souffle entre la promesse de continuité du candidat sortant et les appels au changement portés par l'opposition. Un vote crucial où la participation des quelques 9 millions d'électeurs sera déterminante. Aminata Keïta. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes samedi pour élire leur président pour les 5 prochaines années. C'est un scrutin où, avec l'absence des principaux leaders de l'opposition écartés par la justice, le président sortant Alassane Ouattara est grand favori. Candidat du RHDP, Ouattara mise sur la poursuite de l'émergence et de la croissance qu'il prétend avoir initiée grâce aux grands projets d'infrastructure, au renforcement des moyens de transport, aux investissements dans le secteur énergétique et à la digitalisation, sans oublier sa politique visant à attirer les investisseurs. Face à lui, 4 autres candidats qui multiplient les appels à une refondation. Le candidat et homme d'affaires Jean-Louis Billon est plus orienté sur la compétitivité et la création d'emplois via le secteur privé. L'ancienne première dame Simone Gbagbo du mouvement des générations capables prône un discours axé sur la réconciliation nationale, la justice sociale et la protection des plus vulnérables. Le candidat Awa Dombello présente un discours très souverainiste qui remet en cause l'état actuel des choses, y compris une critique du franc CFA. Quant à Harriet Lagoua Adjoua, candidate centriste et opposante modérée, elle plaide pour l'inclusion et la parité. Tous les candidats mettent la stabilité en avant, mais avec des priorités différentes. Si Ouattara mise sur le renforcement des forces et la sécurité pour l'investissement, ces challengers insistent sur la prévention des violences électorales, la réconciliation et la réforme des institutions de sécurité. Au total, 44 000 forces de l'ordre sont déployées sur le territoire pour la sécurité de ces élections et les manifestations sont strictement interdites. L'opposition dénonce, elle, un cadre répressif qui vise à l'étouffer. Cependant, au Cameroun, à quelques heures de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 12 octobre, le pays connaît une montée de tensions notable. Des manifestations éclatent dans plusieurs grandes villes, tandis que les forces de sécurité renforcent leur présence. Dans les rues de Yaoundé, Douala ou encore Garoua, les citoyens expriment désormais leur impatience et leur inquiétude face à un scrutin jugé particulièrement sensible. Assedou Boari. Le Cameroun est plongé dans une incertitude croissante suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Alors que les résultats officiels se font toujours attendre, des manifestations sporadiques éclatent à travers le pays, alimentées par des allégations persistantes et fraude électorale, et par un sentiment général de tension et de défiance envers le processus démocratique. 3 jours après la présidentielle, plusieurs villes camerounaises ont été les théâtres de manifestations et de meurtres liés à des soupçons de fraude électorale. Des rumeurs sur la manipulation des résultats ont enflammé la rue avant que les forces de l'ordre ne reprennent le contrôle. Au cœur de ces tensions post-électorales, des figures politiques adoptent des positions divergentes. Des accusations fusent de toutes parts et la menace d'une escalade de la violence plane sur le pays. Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale a signalé de nombreuses interpellations. Parmi les personnes arrêtées, 20 seront envoyées devant les juridictions militaires pour répondre des faits d'insurrection et d'incitation à la révolte.
Mercredi, la Commission nationale de recensement des votes a donné Paul Biya vainqueur dans le vote en un tour, avec 53,6% des suffrages exprimés, contre 35,1% pour son principal rival Issa Chiroma Bakari. Les résultats définitifs seront officiellement proclamés ce jeudi 22 octobre. Retour au Mali et on parle sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé un camp de perfectionnement destiné à préparer physiquement et mentalement les athlètes maliens pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national Vision Olympiade 2028, dévoilé l'an dernier et qui vise à doter le pays d'une véritable stratégie de performance. Ibrahim Babi. Dites-vous qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, vous n'êtes plus un seul individu, vous êtes toute une nation. Et j'espère que vous allez passer un très bon camp. Et je déclare ouvert le premier camp international de perfectionnement des athlètes maliens. Merci. Voilà, nous y sommes. C'est ce mardi 21 octobre au complexe sportif des Aigles du Mali à Kabala où a été lancée la première édition du camp international de perfectionnement. Pendant plusieurs semaines, de jeunes sportifs issus de différentes disciplines s'entraîneront intensivement sous la supervision d'experts nationaux et des athlètes maliens de niveau international qui feront office de mentors venus partager leur expérience du haut niveau. C'est une aventure qui commence, mais c'est une aventure que nous allons continuer à faire ensemble. On aura d'autres défis à relever, il y aura peut-être d'autres camps, il y aura peut-être d'autres rencontres, mais l'objectif c'est un seul, que vous soyez pas seulement prêts pour les Jeux olympiques, que vous soyez prêts pour tous les grands événements à travers le monde pour pouvoir faire briller le drapeau malien. Au-delà de la condition physique, une grande place est accordée à la préparation mentale, à la nutrition sportive et à la cohésion d'équipe. Ce camp n'est pas seulement une opportunité d'amélioration technique et physique. C'est aussi un moment de partage, d'échange interculturel et de renforcement de l'esprit sportif. En effet, l'excellence ne peut naître que d'une vision collective. Ce projet illustre une nouvelle ère pour le sport malien, longtemps freiné par le manque d'infrastructures et de planification. Aujourd'hui, à l'ouverture du camp de perfectionnement Vision Olympiade 2028, c'est un honneur pour moi d'être là en tant qu'invité, ancien athlète, pour venir accompagner, motiver, transmettre tout ce que j'ai appris au cours de ma carrière à mes frères et sœurs. Pour les jeunes participants, ce camp illustre un symbole d'espoir et de fierté. Le Mali ne veut plus se contenter de participer aux Jeux olympiques. Il veut désormais compter parmi les nations qui visent le podium. C'est un drame qui secoue le monde du football africain. Le jeune gardien sénégalais Cheikh Touré a perdu la vie après avoir été piégé par de faux agents lui promettant une carrière au Maroc. Une tragédie qui met en lumière un fléau grandissant, celui des arnaques aux rêves, où de nombreux jeunes talents deviennent les victimes de recruteurs sans scrupules. Assitou Mani Koulibaly. Âgé de 18 ans, Cheikh Touré rêvait d'une carrière dans le football professionnel. Formé à l'Académie Esprit Foot de Yambel, le jeune gardien a cru saisir sa chance lorsque de faux agents lui ont fait miroiter un essai dans un club professionnel. L'itinéraire prévu imposait une étape au Ghana avant de rejoindre la destination finale, le Maroc. Malheureusement, le joueur est tombé dans un piège sans précédent. Il fut assassiné par ses ravisseurs qui exigeaient une forte rançon. Ce cas soulève la question de la protection des joueurs face à des fausses promesses. D'ailleurs, au début du mois d'octobre, lors du tournoi IFOA A, qui a réuni 8 pays à Bamako, les joueurs avaient précisément bénéficié d'une formation visant à les prémunir dans de telles situations. On est dans une compétition U17. Le safeguarding, c'est tout simplement tous ces aspects liés à la protection qu'il faut faire aux jeunes. On doit les protéger des agents véreux qui viennent, qui disent aux parents Abdoulaye Konaté, moi je peux amener ton fils en Espagne, alors qu'il ne peut pas. Abdoulaye lui donne son argent, le gosse se retrouve en Tunisie en train de mendier. Pour M. Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football, il est impératif de poser les jalons nécessaires pour protéger nos jeunes talents. Et puis à l'âge de 5-6 ans, les agents commencent à tourner autour des joueurs qui n'ont que 10 ans, 12 ans. Ils commencent à signer des contrats avec eux en leur proposant des petites sommes à la fin de chaque mois
pour détourner justement, n'est-ce pas, l'attention de ces enfants et de leurs parents. Pour ce qui est plus facile de faire, c'est de réglementer la création des centres de formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de réglementer aussi beaucoup plus, n'est-ce pas, le départ des jeunes talents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contrôle, comme je le souhaite, par rapport au départ des jeunes talents. Bien que le Mali n'ait pas encore été confronté à un cas similaire, l'instance de football s'engage néanmoins à protéger sa jeunesse talentueuse. Au niveau du Mali, je n'en connais pas un cas qui soit similaire au cas du Sénégal, mais il y a des cas où les enfants partent dans des conditions difficiles. Et généralement, même au niveau de nos clubs, nous avons souvent des joueurs qui partent. Les agents les abandonnent dans les hôtels dès qu'ils n'ont pas de situation pour eux. Et les clubs sont obligés, nous sommes obligés souvent de payer les billets de retour et de payer les frais d'hôtel parce qu'ils les abandonnent à l'hôtel et disparaissent. Donc nous avons eu des cas comme ça au Mali. Ce n'est pas aussi dramatique que le cas du Sénégal, mais c'est des cas aussi qui ont vraiment marqué l'esprit chez nous ici. Au-delà de la sensibilisation, je vous ai dit, nous allons prendre des dispositions réglementaires qui nous permettront, n'est-ce pas, de mieux canaliser et de mieux protéger ces jeunes-là. Concernant le cas de Cheikh, une enquête a été ouverte afin de traduire les coupables en justice. Il est à noter que dans le sport, de nombreux joueurs sont piégés par de faux agents. Notre interlocuteur préconise donc la sensibilisation ainsi qu'un soutien constant de la part des clubs. Point final donc à ce 1945 du 22 octobre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume.